Donc j'ai fait un bac C, ce qui correspond à un bac S aujourd'hui. Ensuite je suis rentré à la faculté d'économie de Toulouse 1, des sciences sociales. Là j'ai fait un DUG d'économie, puisqu'à l'époque les 2 premières années étaient validées par un diplôme, donc un DUG d'économie. En même temps j'ai préparé un certificat préparatoire aux études comptables. En 3e année, j'ai été pris dans un magistère d'économie statisticien à cheval sur l'université de sciences de Toulouse, Rangueil, donc Toulouse 3 et de Toulouse 1. Du coup, en fait, j'ai fait parallèlement une licence, puisque la licence 3 à l'époque s'appelait la licence, une première année de magistère, une maîtrise, une 2e année de magistère et un DEA d'économétrie et ma dernière année de magistère économie statisticien. Voilà mon parcours, et ensuite je suis rentré en thèse et au bout de 3 ans j'ai soutenu une thèse, et ça c'est la fin de mes études puisqu'après c'est professionnel. C'était l'exploitation optimale d'un ensemble de ressources naturelles, donc c'était des modèles théoriques de gestion de ressources naturelles qui étaient différentes par leur statut et par leur coût d'extraction. Donc par exemple, on peut extraire de l'eau dans un aquifère, donc c'est une nappe phréatique qui se remplit plus ou moins vite et qui se vide suivant les pluies et les pompages. Et en même temps, il existe aussi des sources d'eau où quand on le pompe, après, si on pompe 1 litre, il n'y a plus 1 litre, ça s'appelle des nappes captives. Les coûts d'extraction ne sont pas les mêmes, il faut les gérer sur le long terme pour que toutes les générations futures aient de l'eau. Et on regardait les modèles théoriques d'évolution des prix, puisque pour le moment, c'est pas tout à fait vrai, mais les gens, quand ils pompent, ils ne paient pas l'eau. Donc, combien il aurait fallu leur faire payer pour qu'ils l'emploient optimalement et que tout le monde ait la quantité d'eau optimale jusqu'à la fin des temps sur la planète. C'est l'exemple de l'eau, hein, mais c'était théorique. J'ai commencé à travailler de façon rémunérée à partir de l'âge de 14 ans, donc c'était illégal pendant les 2 premières années. Donc j'ai fait à peu près tous les métiers du monde. Ça a commencé par castrer du maïs, puis après je suis allé travailler en usine, dans des usines électriques, des usines de mécanique générale. Ça, c'est tous mes 2 ou 3 mois de vacances d'été, tous les étés jusqu'à la 2e année de faculté. La 3e année, comme j'étais en magistère, j'avais un stage obligatoire. Donc là, je suis parti en stage au Crédit Agricole, 3 mois, ou 4, 3 mois peut-être. Ensuite, la 2e année, je suis parti en stage aux autoroutes du sud de la France, au moins 4 mois. Et la 3e année de magistère, là, j'ai fait un stage dans le laboratoire de recherche, puisque j'étais déjà pris en thèse, et donc j'ai anticipé un peu la thèse. Donc ça, c'est mon professionnel d'avant la fin de mes études, et j'y tiens beaucoup. Et ensuite, alors après, très classique, pendant ma thèse, j'étais ce qu'on appelait moniteur allocataire, donc je devais donner des TD, en plus de ma thèse. Donc là, je faisais des TD, je crois, de macroéconomie, et peut-être j'avoue que des TD, quoi, je ne me rappelle plus trop ce que je faisais. C'est loin, on parle de 1992. Hein. Donc ça, c'est les 3 ans. Ensuite, je soutiens ma thèse, mais bon, on ne va pas l'expliquer là, mais il y a forcément un délai parce qu'on ne peut pas trouver tout de suite un poste de maître de conf. Donc l'année qui a suivi, j'ai été à terre. En fait, c'est la même charge d'enseignement que maître de conf, tout ça, mais c'est un contrat d'1 an. Donc là, j'ai enseigné aussi que des TD, mais beaucoup plus, puisqu'il fallait faire 192 heures. Dans la foulée, j'ai été embauché maître de conférence à Toulouse. Ça devait être, je me rappelle plus, 97, je sais plus, un truc comme ça. J'ai dû y rester 4 ans, après j'ai eu l'agrégation des universités, donc j'ai été nommé professeur des universités à La Rochelle, 10 ans, et en 2010, j'ai débarqué à Tours. Donc j'avais fait un bac C, il faut que vous imaginiez qu'un bac C à l'époque quand même, je sais que c'est pas bien de le dire, mais je crois que c'était beaucoup plus scientifique qu'un bac S maintenant. Donc c'était très scientifique, avec une culture où si t'es mauvais en maths, t'es rien.
Donc il y avait une pression très forte, les matheux avaient le pouvoir, quoi, encore au lycée. On était traités comme des princes, les maxés, enfin, on avait un traitement particulier, on n'était que 16, enfin bon, il faut imaginer, c'était la noblesse du lycée, quoi. Moi, j'étais dans un lycée à Gaillac de province, quoi, c'est même pas Tours, hein, on parle pas de Descartes, là, c'est plus petit, quoi. Et je voulais faire médecine. Mais comme je viens d'un certain milieu social, et qu'à l'époque, en médecine, en fait, il y avait 2 ou 3% des primo-entrants qui l'avaient la première année, et comme à l'époque, on perdait les bourses si on redoublait une fois, je me suis dit que c'était trop risqué, et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et comme ça, je me disais que cette dictature des maths me fatiguait, parce que j'étais un peu gauchiste, un peu révolutionnaire, je me suis dit, tiens, je vais faire de l'économie. Bon, le plus drôle, c'est qu'après, j'ai fait plein de maths, mais bon, voilà, je suis parti en économie parce que c'était mon second choix raisonnable. J'ai fait un arbitrage entre les risques et les gains, et j'ai fait ça. Donc, je savais en gros rien de ce que ça voulait dire l'économie. Hein. Mais rien, c'était une idée comme ça. Hein. D'ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, dans les lycées, personne n'a aucune idée de la réalité de ce que c'est les études économiques. Mais c'est comme ça, c'est un choix. Et là, j'ai eu un cours de microéconomie en première année par un professeur exceptionnel qui s'appelle le professeur Belloc. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors après, c'était fini, quoi. Mais je suis rentré à la fac avec pour ambition d'être prof d'université. J'avais aucune conscience que la probabilité que je sois était quasiment nulle. Mais je m'étais dit, je veux faire prof. Le mieux du mieux, c'est prof d'université. C'est mieux que prof de collège, prof de lycée. Il y a une hiérarchie. Voilà, je veux faire le mieux. Je n'avais aucune conscience. Parce que quand je sais maintenant ce qu'il a. Enfin, la probabilité est quasiment nulle de devenir prof d'université. Quasiment nulle. Mais moi, je m'étais dit, je veux faire le mieux. Donc, je suis parti comme ça, sans réfléchir. Et j'ai jamais douté de ça, puisque je me suis dit, bah, pouf. C'est au fil du temps que je me suis dit que ça devenait de plus en plus risqué. Vers bac plus 4 ou 5, où là j'ai commencé à côtoyer, parce qu'on ne sait rien en fait de ce que c'est pour devenir prof d'université quand on est en première ou en deuxième année. Rien du tout. Mais bon, j'ai eu ce cours de microéconomie exceptionnel. C'est une idée politique aussi. Bon, alors vous êtes une génération moins politisée que nous. Mais moi, j'étais extrêmement politisé, plutôt de gauche. Gauche dure par rapport à maintenant où je suis mou, on va dire. Et donc, comme j'étais un enfant boursier d'un milieu plutôt pauvre, je m'étais dit que c'était assez bienvenu que je sois un fonctionnaire de l'État pour rendre un peu aux autres. Tout ça, maintenant, ça fait rire. Mais j'avais 18 ans et je m'étais dit ça. Je m'étais dit, voilà. Ça fait un peu rire maintenant comme ça, mais à cette époque-là, c'est ce que je me disais, oui. Je vais devenir prof d'université parce que prof, et donc je vais prendre Et l'université, c'est important, puisque c'était plutôt les classes populaires, c'est pas les grandes écoles, j'ai pas choisi, c'était cette idée-là. Que d'autres, je permette à d'autres de prendre l'ascenseur social. En gros, je suis sur un article publié par an depuis que je suis maître de con. Bon, vous ne savez pas, mais les publications, parfois, pendant 2 ans, on peut ne pas avoir parce qu'il y en a 2 qui sont stockés, ça met plus longtemps, les révisions et tout ça. Mais globalement, sur 20 ans, on a le droit de faire une moyenne, ça fait en gros un article par an. Donc en quantité, c'est assez régulier, d'accord? L'énergie, évidemment, à mettre pour continuer à ça quand on est directeur de département n'est pas tout à fait la même que quand on ne l'est pas. Mais c'est un autre problème. Par contre, c'est pas mes domaines. Mes domaines ont changé de recherche, mais aussi j'ai eu un début de carrière, on va dire, avec un plutôt haut niveau de publication, parce qu'il y a en plus des rangs de publication. Enfin, tout article ne vaut pas tout article, il y a des revues meilleures, etc. Et comme je faisais de la théorie, au début, finalement, sur les ressources naturelles, j'ai publié, on va dire, un niveau international assez bon. Maintenant que je m'intéresse plus à de l'appliquer, surtout sur des données françaises, alors est-ce que je suis devenu plus mauvais ou est-ce que les sujets sont moins internationaux? Je publie dans des revues internationales, mais le niveau a un peu baissé. Mon niveau est un peu plus faible. Donc là, on parle en qualitatif, mais en qualitatif vis-à-vis de la publication. S'il y a eu une baisse, c'est plutôt un niveau de référentiel, quoi, par rapport à référentiel. Donc là, pour le moment, on a un gros projet sur le vieillissement, donc on travaille sur ça.
L'année dernière, j'ai travaillé sur les problématiques des soins périnataux. Est-ce que il y a tout un système de soins pour les femmes enceintes où il faut qu'elles fassent un certain nombre de visites, d'échographies. On a fait des comparaisons entre la France et la Roumanie. On s'est posé des questions si c'était bien utile ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas économiser des visites? Quel était l'effet de la 7e visite, donc l'effet marginal de la visite? Et si on ne la faisait pas, est-ce que ça aurait des conséquences sur la santé du bébé? Et si ça n'avait pas, peut-être cet argent, on pourrait le mettre ailleurs pour aider des femmes qui ont des problèmes plus psychologiques et qui fait que les bébés sont moins bonnes. C'est un peu long à expliquer, mais ce genre de questions, quoi. Voilà. Et avant, j'avais travaillé sur le paludisme, sur donc les problèmes de mettre les incitations économiques pour les filets de protection en Afrique. Et puis un peu avant, j'avais travaillé sur la discrimination dans les logements sociaux, de l'attribution des logements sociaux en France. Donc là, comme c'est appliqué, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Mais en fait, ce qui réunit tout ça, c'est la méthodologie. Et ça, évidemment, on ne peut pas en parler là, mais voilà. Alors que sur mes sujets théoriques, c'était économie de l'environnement. Donc c'était... Vous savez ma réponse, puisque je vous le dis souvent, je pense que c'est la meilleure de France. Je pense que c'est la meilleure de France, simplement personne ne le sait. Donc, ou pas beaucoup, en tout cas, ça commence à se savoir. Je pense que pour devenir économiste et trouver un travail, étant donné le marché d'économiste, le marché du travail, ben, il faut faire du quantitatif. Ça ne veut pas dire juste faire des chiffres, il faut après les commenter, avoir un modèle, des idées économiques, mais on ne peut pas passer à côté de la donnée. Et je pense honnêtement qu'on a le programme le plus structuré, le plus cohérent et le plus intelligent en France, oui. Je le pense. Bon, c'est moi qui l'ai écrit, donc j'assume, mais je le pense, oui. Je le pense. Je ne dis pas qu'on est le meilleur département d'économie de France, c'est pas pareil. Mais la licence, moi je crois qu'elle est super bien. Alors, avec une dimension, elle est bien aussi, parce qu'on est un petit groupe, on a des enseignants de maths qui sont hyper impliqués, parce qu'on les a bien recrutés. Donc, c'est-à-dire, en fait, tous les enseignants qui feraient plutôt le côté impopulaire de l'enseignement en économie, c'est-à-dire les maths, la plupart des gens ne sont pas venus pour ça, quoi. Ils sont extrêmement pédagogues, donc on a une équipe vraiment qui réfléchit sur la pédagogie. Donc, vous êtes super encadré. C'est pour ça aussi que c'est une des meilleures de France. Et je pense que celui qui sait en profiter à Tours, il a beaucoup, beaucoup de chance. C'est à taille humaine, on ne peut pas dire le contraire. Et bon, une grosse majorité des enseignants, en gros, vous connaissent vraiment presque tous, quoi. Ça n'existe pas dans des facs réputées qui sont très bonnes pour des très très bons masters, globalement en recherche 100 fois meilleurs que nous et tout ça. Mais en licence, ouais. Je pense que s'il y a des gens qui ont envie de faire de l'économie, c'est pas stupide de venir commencer à Tours.